Virage vert, la volonté de Québec maintenant d'électrifier les transports. Le premier ministre Philippe Couillard a commencé son allocution. On va l'écouter. La priorité du gouvernement, l'économie et l'emploi, c'est ce qui nous assure la prospérité nécessaire pour soutenir nos programmes sociaux et la nature solidaire de notre société. D'ailleurs, aujourd'hui, le Québec a reçu des nouvelles encourageantes. On est dans la bonne direction. Les 11 000 nouveaux emplois créés le mois dernier en font 64 000, 70 à temps plein, 90 dans le privé. On voit que la prospérité commence à se manifester devant nous, mais il faut aller encore plus loin. Et surtout, il faut rendre cette prospérité durable. Comment faire donc pour la rendre durable, cette prospérité? C'est utiliser l'occasion qui nous est donnée avec la lutte au changement climatique et les questions environnementales pour développer une économie verte, sobre en carbone, comme on le dit, créatrice d'emplois de qualité, qui nous permet de miser sur nos forces, nos atouts qu'on a au Québec, réduire bien sûr notre dépendance au pétrole et jouer notre rôle planétaire pour contrer le réchauffement planétaire. L'annonce d'aujourd'hui, bien sûr, et c'est important de le dire, elle s'inscrit en continuité avec les gestes posés par mes prédécesseurs. Un enjeu qui traverse les formations politiques. Le premier ministre Jean Charest était le premier à lancer en 2011 un plan d'action sur les véhicules électriques. Mme Marois a suivi en 2013 et aujourd'hui, on franchit un nouveau pas dans la même direction parce que peu importe nos allégeances, je crois qu'on reconnaît tous et toutes au Québec l'importance de prendre ce virage. Le plan d'action s'inscrit dans la lignée des grands projets mobilisateurs de notre gouvernement. Le développement économique du Québec doit s'asseoir, bien sûr, sur des finances publiques équilibrées, stables, une productivité améliorée, le soutien de nos petites et moyennes entreprises, le développement durable des ressources naturelles, de notre hydroélectricité, les grands projets de développement que sont la stratégie maritime et le plan Nord, et des plans sectoriels comme l'aluminium et aujourd'hui l'électrification des transports. Quelles sont ces forces, donc, que le monde nous envie? D'abord, notre énergie propre, renouvelable, disponible, l'hydroélectricité, et je ne peux pas ne pas redire notre gratitude à Robert Bourassa qui a fait ce choix historique dans les années 70 d'aller vers l'hydroélectricité plutôt que le nucléaire, et on en bénéficie tous et toutes aujourd'hui. Des ressources naturelles abondantes, dont de nombreux métaux et composantes nécessaires à la fabrication de véhicules électriques. Qu'on pense au lithium, au graphite, qu'on pense aux terres rares, au cobalt, au vanadium, au niobium, et bien sûr notre aluminium québécois qui est un aluminium vert, produit avec de l'hydroélectricité, bien sûr, qui n'a pas de carbone. L'expertise de nos chercheurs, le savoir-faire de nos entreprises, dont plusieurs sont reconnus à l'échelle internationale, et une base internationale qui est solide en transport terrestre. On oublie de le rappeler. C'est 31 000 emplois directs aujourd'hui, directs et indirects, 650 entreprises, dont plusieurs sont de classe mondiale, qu'on pense à Bombardier Transport, PACCAR, Bombardier Produits Récréatifs, Novabus et Prévocar. On a également acquis une expertise dans les technologies de la motorisation électrique et des systèmes de recharge, et il faut en tirer encore davantage profit. Je me souviens très bien, on a vu un autobus Lyon qui a des moteurs TM4 développés par Hydro-Québec et sa filiale de recherche. J'étais avec Jacques Daou en Chine, où on a inauguré une usine en Chine d'autobus électriques utilisant les moteurs TM4, et on voit que cette technologie, maintenant, elle fait le tour de la planète. Il y a des entreprises, bien sûr, chez nous qui conçoivent des composantes pour les véhicules électriques au Québec. On pense à AdEnergy, une entreprise qui est née à Shawinigan, des solutions de recharge pour les véhicules électriques, B3CG Interconnect, Elmec, encore dans les bornes de recharge, et LTS Marine, dans les groupes motopropulseurs électriques. Et on le sait, le Québec est déjà bon premier au Canada et de loin, avec près de 7 500 véhicules électriques immatriculés à la fin de septembre 2015. Ça représente environ la moitié des véhicules électriques vendus au Canada. On a également l'infrastructure de recharge publique la plus étendue, avec près de 800 bornes en service. Dans ce domaine, on doit non seulement maintenir, mais consolider et faire progresser notre position de chef de file. On le sait, on le voit tous les jours, l'économie du monde change, elle change rapidement, encore plus rapidement qu'on pense, et le Québec doit non seulement participer à ce changement, mais anticiper le changement. Et on le sait, le progrès économique et l'emploi, il faut le redire, se conjuguent nécessairement dans le développement durable avec leurs deux compagnons inséparables, la protection de l'environnement et le développement social. On a chez nous tout le talent, toute la créativité, toute la détermination nécessaire pour favoriser l'émergence au niveau national et international d'une économie verte créatrice d'emplois dans toutes les régions. Je vous rappelle que ces chiffres d'emploi que je vous ai mentionnés tantôt ont été créés dans une économie qui a une bourse du carbone et la tarification du carbone, ce qui est un autre exemple qui montre de façon très claire qu'on ne peut pas dissocier croissance économique et lutte au changement climatique. Mais certains voudraient nous faire croire que si on lutte contre les changements climatiques, on va affaiblir l'économie. On est une des démonstrations au Québec que c'est faux. Grâce à ce plan d'action en électrification des transports, notre gouvernement affirme sa détermination à être un chef de file en matière de transport propulsé à l'électricité.
On compte également attirer des entreprises étrangères spécialisées dans les domaines liés à toutes les technologies de transport de l'avenir, et l'avenir va arriver plus vite qu'on pense. Qu'on pense par exemple aux véhicules autonomes, qui semblent encore lointains, mais qui ne sont pas si lointains que ça. Pensez aux véhicules électriques qu'on a devant nous. Il y a quelques années, moi, j'étais de ceux qui pensaient que c'était encore très lointain pour le citoyen moyen, l'accès aux véhicules électriques. Et on voit que ça s'est produit beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Grâce à ce plan d'action, notre gouvernement entend également donc contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Je rappelle que c'est probablement le plus grand défi, un des plus grands défis auxquels l'humanité doit faire face. C'est déjà une réalité. Chez nous, je voyais un article, je pense c'est aujourd'hui, ce matin, dans les quotidiens, qui montrait que les températures dans le sud du Québec ont déjà augmenté. On a les signes, les impacts des changements climatiques déjà sous les yeux. C'est une obligation d'agir. Une obligation qui, comme je le redis, est une source de croissance et d'emploi et non pas une source de stagnation économique. Et à ceux ou celles qui poseraient la question du coût de l'action, rappelons toujours que le coût de l'inaction dans le domaine des changements climatiques est beaucoup plus considérable. On a déjà fait pas mal, on a déjà fait beaucoup, mais ce qui est devant nous est également exigeant. Je rappelle que le Québec a signé un protocole, ce protocole Under 2 MOU, qui nous amène en 2050 à des réductions de 85 % de nos émissions, ou de façon plus concrète, 2 tonnes par habitant par an, alors qu'on est à 9,6 tonnes actuellement, qui est le taux le plus bas au Canada. Mais ce qu'on pouvait faire relativement facilement, c'est fait. Ce qui est devant nous va être plus exigeant et l'électrification des transports, bien sûr, fait partie de ça. On a accueilli un sommet à Québec sur le climat. Je rappelle encore une fois le marché du carbone qui a une importance considérable. Et quelle heureuse lecture hier de voir le gouverneur de l'État de New York qui appelle ses collègues de la Nouvelle-Angleterre, du nord-est des États-Unis, à explorer une liaison avec le marché du carbone du Québec. Qui aurait dit ça il y a à peine quelques mois ou quelques années? Et bien sûr, avec l'Ontario qui se joint à nous, on est vraiment ici dans une position très, très avantageuse. Et ce marché du carbone, outre jouer un rôle dans la limitation de nos émissions, il alimente le fonds vert. Et ceux qui se demandent ou celles qui se demandent qu'est-ce qu'on fait donc avec le fonds vert? Bien, le plan qu'on vous présente aujourd'hui est financé à 60 % par le fonds vert, qui devrait normalement, et à date, David, les enchères sont satisfaisantes et nous amènent à cet objectif-là, devrait nous permettre de récolter collectivement près de plus de 3 milliards de dollars en 2020 pour ce genre d'initiatives et d'autres initiatives également. Il y a les réunions du Climate Group des Nations Unies auxquelles le Québec participe activement. David Hurtel a présenté nos cibles pour 2030 qui se situent à 37,5 % de réduction par rapport au niveau de 1990. Et je serai dans quelques jours en Islande, à Reykjavik, pour participer à une autre réunion de l'Arctic Circle où je peux vous assurer que non seulement le plan Nord, mais les impacts des changements climatiques sur les régions nordiques attirent énormément d'attention de tous les États qui participent à ces réunions. Et on est en lien, en direction avec la grande conférence de Paris, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, à laquelle, bien sûr, le Québec, les autres États et les régions du monde vont participer. Il y aura le 7 décembre une journée spécifique sur la contribution des États et des régions à la lutte au changement climatique. Et je peux vous dire déjà que la voix du Québec est non seulement attendue, mais désirée lors de cette journée. Alors voilà donc devant nous une nouvelle opportunité de croissance économique. Non pas uniquement une obligation écologique, une nouvelle opportunité de croissance économique, de création d'emplois pour les prochaines générations. C'est un investissement, c'est un mouvement qui nous place, encore une fois, devant une volonté très ferme de prendre ce virage majeur de l'électromobilité d'une façon propre, durable et profitable pour tous, partout sur le territoire. À ce sujet, j'en ai parlé beaucoup avec M. le maire Coderre de ce plan d'électrification au cours des dernières semaines, des derniers jours. Comme vous le savez, il est en Tunisie aujourd'hui. Il aurait bien aimé être parmi nous. Mais il aura, lui, également des initiatives à annoncer pour la Ville de Montréal, qu'on pense au projet de taxi électrique. Je vois M. Taillefer qui est ici aujourd'hui. Il aura certainement l'occasion d'y revenir avec M. le maire Coderre. C'est une occasion pour nous, encore une fois, à saisir pour développer de nouveaux créneaux fondés sur notre inventivité, notre sens de l'entreprise et bien sûr des politiques économiques qui doivent aller plus loin que l'horizon d'une élection, qui doivent toujours penser en fonction des générations qui nous suivent. Et on doit continuer à nous définir nous-mêmes par notre innovation, la créativité, notre audace. Ces grands projets économiques qu'on met de l'avant, elles nous permettront d'exercer notre rôle de leadership. On peut être relativement petit sur la planète avec un peu plus de 8 millions de personnes, mais on peut être grand dans l'influence qu'on joue, dans l'influence qu'on exerce sur le monde, et notamment dans ce domaine des changements climatiques. Et c'est ainsi, chers amis, qu'ensemble, on va faire avancer le Québec. Mes collègues, maintenant, vont vous parler des détails de ce plan fort stimulant pour notre économie et nos jeunes en particulier. Merci, Robert. Je crois que tu es le prochain. Merci beaucoup.